bravo, merci. Magnifique. Une question sur le... Tu as évoqué, à peine évoqué, sur la fin, comment se terminent naturellement les grandes épidémies. Alors, tu as pris différents exemples. La grande peste du XIVe siècle. Et tu as dit, on a des hypothèses, mais on ne comprend pas comment ça s'arrête. Alors, on comprend bien l'hypothèse, si tout le monde est mort, à la fin, évidemment, il n'y a plus personne à infecter. Mais autrement, comment en 1351, tout d'un coup, ça s'arrête? Alors qu'il y a encore la moitié qui sont vivants. Alors, comment ça s'arrête? Bon, on peut donner plein de raisons. Après, c'est très difficile, rétrospectivement, d'être scientifiquement sûr que c'est cette raison ou telle autre. Parce qu'il y a différents facteurs qui s'entremêlent. Alors, dire c'est ça, moi, je suis quand même toujours très réservé par rapport aux affirmations. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des choses, il y a plusieurs facteurs, il y a des choses qui sont liées à l'écologie, je dirais, du virus ou de la bactérie. Là, c'est une bactérie en l'occurrence pour la peste, c'est la pestis, et il y a des conditions climatiques, de chaleur, d'humidité, de tout ce que tu veux, on ne connaît pas toutes, et qui vont être moins favorables, qui sont plus favorables à un moment. Donc ça peut jouer, les conditions climatiques. Hein. C'est compliqué un peu à connaître. Par exemple, il y a des virus qui se développent beaucoup plus en hiver, comme la grippe, et d'autres, pourquoi bon. Et donc, autre chose, effectivement, les patients les plus vulnérables ont été atteints au début, hein. Donc après, les gens ont une certaine immunité probablement personnelle, etc. Qu'est-ce que je peux encore trouver comme mauvaise raison? On ne sait pas trop. Alors, quand il y a des vaccins, c'est la vaccination en général qui arrête. Mais quand elle s'arrête, ça ne veut pas dire qu'elle est vraiment arrêtée. C'est ça le problème. C'est que la bactérie, là, elle est toujours chez les rats et les puces des rats. Hein. Et ça redémarre. Elle s'enquiste? Elle s'enquiste pas. Elle est hôte permanente. Elle est invitée permanente. Et elle ne donne pas forcément une pathologie. Alors, il y a le réservoir et il y a le vecteur, hein, toujours. Le réservoir, c'est le rat, le vecteur, c'est la puce en l'occurrence. De même que le réservoir pour le SARS-CoV-2, c'est la chauve-souris, et l'autre intermédiaire, qui est le pangolin, mais anecdotiquement, il y en a plusieurs. Hein. Mais surtout le fameux chien libéral ou d'autres. Voilà. Donc, réservoir, machin, tout ça, ça reste, et ça redémarre, ça se calme, ça redémarre. Et pourquoi? Alors, peut-être qu'effectivement... il y a moins de stock, ça c'est sûr, hein, de toute façon. Et peut-être que les gens aussi ont réagi, il y a les réactions humaines qui comptent beaucoup. Et si on isole, on s'est rendu compte que quand on était en contact, le duc d'Orléans qui allait voir les colériques, et dans les morts, on s'est dit, tiens, il aurait peut-être mieux fait de pas aller les voir, quoi. Donc on comprend que des fois, il faut s'éloigner. Hein. On a toujours, regardez les médecins de la peste, il y avait le costume avec le grand nez, tout ça, ils avaient brûlé des herbes, de l'encens dedans, ils avaient compris qu'il y avait des miasmes qui pouvaient les contaminer, ils comprenaient que, donc ils évitent. Donc ça joue aussi, hein, pour que la bactérie ait du mal à trouver des clients. Je n'ai pas de réponse précise, en fait, c'est juste, je meuble. L'hypothèse. Il y a Michel. Michel. C'est Jean-François. Quel Michel? Non. Jean-François. Il y a Jean-François après. Économiste du Café du Commerce. Oui, moi j'ai une question précise, c'est sur un truc qui m'a toujours intrigué sur le Covid. C'est qu'on a mis des gens de plus de 70 ans dans des centres de réanimation, on les a mis en réanimation, et on ne nous a jamais donné des statistiques, j'ai jamais vu, moi j'ai jamais vu, le pourcentage de personnes de plus de 70 ans qui ont été mis en réanimation et qui ont survécu plus de 2 mois. Oh, tous les chiffres sont disponibles. Hein. Ah, moi je n'ai jamais trouvé. Ah je trouverai. On a juste les chiffres de ceux qui sont sortis vivants de réanimation, mais est-ce qu'ils ont survécu 1 mois ou 2 mois? On l'a pas. Il y a eu du suivi, alors pas sur tous les malades, mais il y a eu dans ces cas-là, on fait des échantillons qu'on va suivre, des cohortes, on va dire. Je suis sûr qu'il y a les données. Hein. Mais cela dit... Tu les as pas là? En tête, non. Ah bon, je ne les ai pas en tête, non. Non, il n'y a plus de place. non, mais c'est... Ouais, il y a la place, mais il y a des bases de données quand même, il y a l'ordinateur. Donc tu peux trouver, je suis sûr on peut tout trouver. J'ai cherché, tu vas sur Santé publique France ou Statista, il y a plein de données statistiques. Après, il faut chercher un peu. Alors pourquoi 2 mois? Tu veux dire que les gens, ils sont sortis, ils ont l'air guéris, ils sont sortis ils sont sortis vivants. Sur leurs pieds, pas les pieds devant. Ouais. Voilà. Et 2 mois après, en fait, ils sont morts.
Parce qu'en fait, ils ont été à plus de 70 ans, Oui, ils non, sont mais ça, tellement c'est affaiblis, puis alors ils sont tellement morts de affaiblis. quoi Ils sont morts de quoi? Parce qu'ils ont pu faire du coup un infarctus qu'ils auraient pas. Non, mais c'est intéressant d'avoir ces chiffres quand même. Parce que, À 2 mois, à 6 mois, à 3 mois. même à 1 mois, je trouve, Oui, oui. parce que quelle est l'utilité? J'ai pas les chiffres comme ça. C'est très dur ce que je dis, mais tu vas pas aimer, mais quelle est l'utilité finalement si tous les gens sont morts? Quelle a été l'utilité de les mettre en réanimation? Ah ben moi j'ai pas d'idée là-dessus. Moi tu sais, là on est dans la morale, dans tout à fait. technique. Moi là-dessus, chacun peut avoir son avis. J'ai dit, moi je ne porte pas de jugement, notamment moral. Aujourd'hui, on considère que c'est pas parce que quelqu'un a plus de 70 ans, en fait j'en fais partie, Oui, et moi aussi. qu'on ne fait pas le maximum pour s'occuper d'eux. On a le tri par l'âge est proscrit quand même. Hein. Alors, c'est pas forcément bien au niveau de. Non, attends, c'était pas la question que je posais, parce que je sais très bien que tu me diras ça. Mais, mais simplement, c'était avant de prendre de juger si c'est bien ou pas bien, il faut avoir le chiffre. Si on n'a pas le chiffre. Il vient de le mettre en réa. Ah ben on sait. Ah non, ce qu'on sait, c'est si on met pas en réa combien ça meurt et si on met en réa combien survivent. Ça, on a les chiffres. Voilà. Non, là, il y a des chiffres. On sait qu'à partir on a défini des critères basés sur des observations cliniques, disant que si on avait tel et tel critère, il fallait aller en réa. Aller à l'hôpital. Et après, à l'hôpital, passage en réa. Et en réa, passage à tel traitement. Tout ça, c'est codifié. C'est codifié. Ça se trouve, ça. Voilà, ok. C'est hyper codifié parce que c'est essentiel. Hein. Les gens, ils ont travaillé. Hein. Ils ont fait des études cliniques. Ils ont dit, bah oui, si on a une saturation oxygénée à moins 90%, faut filer dardard, saturation oxygénée, etc. Merci Gilles pour ton exposé. Le plaisir est pour moi. J'aurais aimé savoir si la peste qui a sévi à Marseille et dans toute la Provence, qui a été catastrophique, en 1725, je voulais savoir si c'était la dernière épidémie de peste en France. Et je voudrais que tu nous dises 2 petits mots sur l'épidémie de rougeole qu'il y a actuellement dans la région de Grenoble. Alors, les épidémies de peste, de vraie peste, entrées par Marseille, on a tendance à les confondre. Il y a celle de la peste noire du XIVe siècle, mais il y a aussi 1732, l'arrivée avec le chevalier de la Rose, Avec les échevins, le fameux chevalier de la Rose qui s'était... les échevins qui ont refusé de mettre leur bateau en quarantaine. Ah oui. Ah oui, oui. Alors donc, non, mais alors celle-là, je crois qu'en France c'est la dernière, hein, je ne crois pas qu'il y en a eu d'autres. Au niveau épidémique, je crois que c'est la dernière. C'est la dernière. Ouais, oui, oui. L'épidémie digne de ce nom, après il y a eu des cas, hein, mais les cas isolés, on parle d'épidémie. Hein. Pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait un certain nombre. Oui, je pense que c'est la dernière. Hein. Oui, je crois. Oui. Mais elle a été très Si tu sais, alors pourquoi tu me poses la question? Et la rougeole de Grenoble. La rougeole, les épidémies de rougeole, il y en a partout, notamment en Californie, ça a été terrible il y a quelques mois. Non mais comment se fait-il avec la vaccination? Tout le monde en France est vacciné. Mais parce que les gens ont levé le pied. Il y a des gens qui ont levé. Ah ben, bien sûr, la rougeole, mais non, il n'y en a plus, tout ça. Chaque fois qu'on fait ces problèmes de la prévention, c'est très difficile de faire la promotion de la prévention pour quelque chose qui ne va pas exister, puisque le truc ne va pas exister parce qu'on va faire de la prévention. On l'a fait, on est content, parce qu'il y a plein de cas, tout ça, on va faire de la prévention, et puis au bout d'un moment, au bout de quelques années même, ça peut être long, on dit, arrêtons, ça ne sert plus à rien, on pique nos enfants pour rien, il y a les antibiotiques qui disent, attendez, il n'y a plus de risque, le bénéfice-risque tombe. Qu'est-ce qui se passe? Ça redémarre toujours. J'avais fait un grand truc sur les vaccinations. La vaccination contre l'hémophilus influenzae B en Angleterre, ils vaccinaient, bon, ça allait bien, il y avait une chute des cas de pathologie infantile respiratoire à l'hémophilus, ils ont arrêté, ça remonte. Ils ont revacciné, ça rebaissait. Ça veut dire qu'il faut se faire revacciner de toutes les maladies infantiles en permanence? Ça veut dire qu'il y a des calendriers vaccinaux. Il y a ce qu'on appelle le BEH, le bulletin épidémiologique hebdomadaire, qui toutes les semaines sort des trucs, des recommandations, qui fait l'état des lieux. Vous pouvez le trouver sur Internet, hein, c'est accessible, c'est public. Et vous avez le calendrier vaccinal qui est réédité régulièrement. Et dedans, vous avez tout. Et quand il y a un truc qu'il est plus utile de faire, on l'enlève. Il y a des experts qui sont là, qui se réunissent, qui s'engueulent des fois, parce que quand même, est-ce qu'il ne faut pas, etc. Il y a des fois des décisions qui sont limites. Hein. Et donc ils tranchent. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? On suit leurs recommandations, parce qu'on ne va pas prétendre savoir mieux qu'eux quand même, parce que déjà eux, ils font que ça, et en plus, ils discutent entre eux pour arriver à un consensus, donc il faut suivre les recommandations du calendrier des vaccinations. D'ailleurs, je vous rappelle que
une vaccination qui est extrêmement négligée, et c'est très dommage, c'est la vaccination contre le zona. Qui est vacciné contre le zona ici? Non, zona, le zona. Alors, oui, on va dire c'est le même virus. C'est pas le même vaccin, mais c'est le même virus, oui, mais, et qui ressort. Mais le problème, quand vous avez un zona, le risque de faire un zona âgé, il est faible. Hein. Mais alors, quand il arrive, eh bien, bonjour. Et là, vous dites, ah, il y avait un vaccin, comment je ne l'avais pas su? Risque faible en probabilité, mais majeur en termes de douleur. Vous avez un zona stomach, ou même dans une zone intercostale, c'est le martyr hein, quand même, vous vous flinguez. Hein. Donc voilà, donc je vous encourage à vous vacciner contre le zona. Marie-Lise. Par exemple. C'est Jamo Télévision. Mais tout le monde parle là, Bernard. Il y a Madame Crouzet qui veut parler. Donc tu m'as volé ma question puisque je voulais t'interroger sur le zona. Alors, quelle est ta question? Alors j'en ai une seconde. Je voulais savoir s'il y a une incompatibilité possible entre certains individus et un virus. Je m'explique. Il y a des gens qui, pendant le Covid, ont été exposés des dizaines de fois aux variants, au Covid et à tous les invariants successifs et qui ne l'ont jamais eu. Inversement, il y a des gens qui l'ont eu plusieurs fois. Donc, face à cette disparité, est-ce qu'il y a réellement des individus qui n'auront jamais le Covid ou est-ce que c'est juste un coup de bol? Alors, déjà, dans le cas particulier du Covid, dans la mesure où dans 95% des infections, c'est-à-dire le virus a pénétré, il a commencé à se développer, il n'y a pas de symptômes. Vous savez quand même qu'il y avait 90 ou 95% des cas qui étaient asymptomatiques. Bah, ces gens-là, ils n'ont pas de symptômes, ils ne vont pas faire de tests et de machin. C'est rare qu'ils fassent des tests. Donc ils ne font pas de tests. Donc qu'est-ce qui permet de dire qu'ils n'ont pas eu de Covid? Ils ont une forme asymptomatique. Alors ta vraie question, c'est pas celle-là, si je peux me permettre. C'est pourquoi certains font une forme asymptomatique et d'autres une forme plus grave. C'est ça la question. Parce que je pense que quand même beaucoup de gens ils sont passés sans le savoir. Et, alors évidemment, si le test est positif, ça on est sûr qu'il y a eu, hein, parce que le nombre de faux positifs est faible, est très faible. Il y a des faux positifs et des faux négatifs, hein, mais il est faible, il y a quelques pourcents, bon, ben, c'est négligeable. Donc, pourquoi on fait des formes graves? Ben, ça c'est compliqué, hein, entre les relations entre l'hôte et le virus, il y a des relations complexes. C'est comme dans un couple. Ça c'est pour détendre. Ceux qui sont vaccinés qui l'attrapent, hein, mais ceux qui ne sont pas vaccinés qui n'attrapent pas. Mais moi j'ai été vacciné 5 fois je crois, et j'ai dû faire 3 Covid. 6, 0. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, j'ai jamais été hospitalisé d'ailleurs, je suis en pleine forme, juste des petits problèmes cognitifs quand même. Est-ce que c'est là que vous la Covid? Oui, alors, plusieurs petites questions. Ah. La première, justement, je rebondis sur la question de l'âge. Le Covid, a présenté la Covid. Donc, il y a une question de mortalité donc supérieure avec l'âge, puisque donc il y avait toutes les recommandations pour les plus de 70 ans, etc. Est-ce que c'est spécifique au Covid ou est-ce que d'une manière générale, les épidémies touchent plus spécialement les personnes âgées? Alors, c'est ma première question. Alors, je réponds à celle-là déjà, parce que sinon j'ai oublié. C'est pas spécifique à la Covid, hein. Mais il y a des épidémies virales qui n'ont lieu que chez l'enfant, et pas chez le sujet âgé. Les épidémies de diarrhée à rotavirus chez le nourrisson, ou le virus respiratoire syncytial, il y en a chez l'adulte, mais c'est rare. C'est des pathologies du nourrisson. Donc il n'y a pas que le vieux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, alors le vieux, là en l'occurrence, la grippe, c'est les vieux plutôt aussi. Hein, parce que, bon, l'explication est très simple, c'est qu'on a une baisse de l'immunité cellulaire, médiée par les lymphocytes T, et les sans énergie, qui baisse. Donc, or, les virus, parce qu'on parle des virus là, mais pour parler des bactéries, les virus sont très... La défense contre les virus, c'est l'immunité cellulaire principalement, beaucoup plus que l'humorale. Donc, et c'est la raison pour laquelle chez les vieux on est plus fragile. Mais encore une fois, le métapneumovirus chinois, c'est surtout avant 1 an de vie. Donc, d'accord, merci. C'est comme ça. Alors pourquoi? C'est compliqué, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est pas pour ça qu'ils trouvent. Alors, merci. Alors maintenant, donc, tu nous as, d'ailleurs, ce qui me permet de vérifier, il me semble que tu nous as quand même développé l'histoire
Tu nous as quand même Très développé brièvement. l'histoire. Très brièvement. D'accord. En survol rapide. Ah bon, d'accord. Bah, attends, tu vas rester Alors, prêt. quand même, sur ce survol, hein, ce que tu appelles ce survol, donc on voit défiler un nombre, d'une part, de types d'épidémies, et d'autre part, de noms qui sont donnés à ces épidémies, qui sont sans cesse renouvelés, sans cesse nouvelles. Donc ma question, oui, puisque donc, par exemple, on appelle la grippe, par exemple, ne semble apparaître que dernièrement. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, au fil du temps, et des milliers d'années quand même, les grandes épidémies ont changé de nature, c'est-à-dire qu'autrement dit, ce par quoi on était infecté s'est modifié, ou est-ce qu'on a décliné ça sous des noms différents? Et est-ce qu'une épidémie, quand elle a sévi et qu'elle s'est arrêtée, est-ce qu'il y a de fortes chances quand même pour qu'elle ne se reproduise pas comme telle? Alors, première réponse, c'est qu'avant on ne savait pas. On ne diagnostiquait pas, alors on donnait un nom. On disait une peste quand c'était un truc pestilentiel, tout ça. Il y avait un truc qui n'allait pas. Les gens étaient malades, ils avaient de la fièvre, ils crevaient, ou ils étaient malades. C'était une peste, hein. D'ailleurs, il y a des fois des gens qui sont des pestes. Donc, ces termes-là n'avaient aucun sens. On les donnait parce qu'il fallait donner quelque chose. On ne savait pas, on ne connaissait pas qu'il y avait des virus et des bactéries, et on ne savait pas les trouver. Alors, donc, le jour où on a identifié, on a donné des noms. Donc, et puis après, on a pu faire évoluer les noms. Hein. On a parlé de SARS-CoV, machin, on a parlé de Covid-19. Bon, ça évolue la terminologie parce qu'on aime bien changer les noms en ayant l'impression de faire quelque chose. Mais c'est pas que. Alors, les maladies, elles ont changé. C'est très compliqué à savoir parce qu'on ne savait pas trop. On voit aujourd'hui des pathologies, la maladie du virus du Nil occidental, par exemple. Ça fait partie du nouveau virus émergent. On pense, les experts pensent que Alexandre le Grand est mort du virus du Nil occidental. C'est pas d'aujourd'hui. On n'a pas la traçabilité. Hein. Alors, à partir du moment où on a déjà connu qu'il y avait des virus, qu'on a su les identifier, qu'on a fait les diagnostics, et qu'on a été équipé pour faire des épidémiologies, ben là, on peut commencer à travailler. C'est comme les historiques de météorologie. Hein. Tu as des éléments indirects. Tu dis, comme c'était comme ça, on peut penser qu'il y a une période de sécheresse ou tout ça, mais on ne l'a pas mesuré. Donc c'est pareil. Donc c'est l'historique, c'est intéressant. Déjà pour voir que rien n'est nouveau sous le soleil. Et les histoires de pandémies, d'épidémies graves, c'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pas pire aujourd'hui. C'est pas pire. Il y a eu bien pire. Il y a eu bien pire. Donc relativisons ça. Oui, dans les trucs que je montre les nouveaux virus. Ils sont reconnus comme pathogènes. Quand on dit ils sont reconnus comme tels, ça ne veut pas dire qu'ils sont nouveaux, on ne sait pas depuis quand ils existaient. Et j'ai une courbe, il y en a eu en 20 ans, il y en a eu 20 ou 30 de nouveaux, hein, à peu près, qui ont été responsables de pathologie. Et qu'en fait, la courbe, elle est linéaire, elle évolue de façon très régulière sur 30-40 ans. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça ne veut rien dire, sauf que peut-être c'était déjà linéaire avant. Simplement, on ne mesurait pas. On est passé à côté de tellement de pathologies, tellement d'épidémies, donc c'est dommage. C'est la gourmandise d'une épidémie. Donc, voilà, donc, oui. Et donc, il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours été grave, et les réactions des sociétés et des politiques ont toujours été aberrantes. C'est pas nouveau, ça. La différence, c'est comme Trump, hein. Trump, on dit c'est extraordinaire, mais avant, il y a eu Néron, il y a eu Caligula, ils avaient moins de pouvoir pour dire n'importe quoi, on communiquait moins, ils avaient moins de pouvoir, enfin, c'était quand même l'Empire romain qu'ils avaient sous la main, et on dit c'est nouveau, c'est dramatique, quelle vie, quel siècle, on n'a jamais vu tout ça. C'est pas vrai. D'où l'intérêt de l'histoire, c'est qu'on voit qu'il y a eu la même chose en nature, c'est en intensité que ça a pu changer. Grâce à quoi? Grâce aux seules choses qui ont changé sur Terre, qui est la technologie. On a des communications rapides, donc du coup, les choses prennent de l'ampleur. On a des moyens de diagnostic, des moyens de savoir et des moyens d'action. On a des transports intercontinentaux qui font que les choses changent. Donc c'est ça qui change les choses. Mais en nature, y compris les réactions psychologiques des gouvernants et des pathologies, c'est toujours les mêmes ressorts de fonctionnement. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors, on voit bien, on est capable, encore fichu, de refaire des guerres en Europe quand même. Faut vraiment avoir la mémoire courte, avoir rien retenu. Donc, je veux bien qu'il y ait des changements, qu'on faut vivre une période épouvantable, tout ça. Moi, si je revois un peu l'histoire, je relis Balzac ou machin, la vie était épouvantable pour les gens.
Et maintenant, on dit, ah, c'est terrible, la vie des gens, mais comment c'était avant? C'était une horreur. Donc la nostalgie, c'est surtout la mémoire courte, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, je suis bien d'accord. Mais Dominique a une question. J'en avais d'autres, mais je vas-y. te passe la parole. Ça dépend de leur intérêt. Bon, j'ai deux questions. Oui. Deux questions. La première, c'est celle sur le chikungunya Oui. et la dengue, qui sont des épidémies qui, a priori... Ça part de la Réunion, là. Voilà. Oui, Le sud de la Réunion, actuellement. oui, mais elles sont bien Quelle est ta qualifiées, question? elles sont bien qualifiées d'épidémies. Ah oui, oui. Donc, avec le porteur, le moustique, non, tu n'as pas du tout parlé du moustique, mais c'est quand même quelque chose d'important. Non, mais non, mais j'avais pas le temps. Et voilà, oui. Donc, pas le temps. en fait, je crois qu'il faudrait la rajouter dans la liste parce que, voilà, c'est assez intéressant. Non, mais attends, si je parle du Zika, du chikungunya, de tout ça, c'est vrai que d'abord, il y a une endémie quand même à La Réunion. Et il y a des cas de chikungunya en France quand même, hein, faut pas oublier. La dengue. Et si, avec le virus tigre qui se répand partout maintenant, c'est évident qu'on va avoir une épidémie de chikungunya. J'ai dit quoi? Le virus, oui, c'est pas grave. Le moustique, pardon. Moustique. Le moustique tigre. Et le poisson zèbre. Vous connaissez le poisson zèbre? En laboratoire, c'est un poisson transparent qui est extrêmement utilisé. J'aime bien les rapprocher tous les deux, le moustique tigre, bien sûr. Donc, on devrait avoir des épidémies de Zika, surtout pour les problèmes pour les femmes enceintes, et de chikungunya. C'est évident, puisqu'on a le vecteur. Après, les conditions climatiques sont moins favorables, mais ça va venir, patientons. En tout cas, actuellement, à La Réunion, il y a une épidémie. C'est toujours pareil, il y a un fond endémique et il y a des pics épidémiques à l'intérieur du fond, sur le fond endémique. C'est souvent comme ça. Et souvent, le fond endémique, il est tellement latent et bas qu'on ne le voit pas. Hein. Mais il y a des cas comme ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. On n'oublie pas La Réunion. La deuxième question concernait la première image que tu nous as passée sur l'introduction. Oui, les gens par terre. Les gens par terre, voilà. Alors cette image, c'est un fake. Elle n'est pas sourcée, effectivement. Non, mais c'est un fake. Non, oui, justement. Ah si, on connaît la source. Non, mais excuse-moi, moi je suis public, anonyme. Donc l'image n'était pas sourcée et elle m'a rappelé une image que j'ai vue dans un reportage qu'il y a eu cette semaine sur Arte, justement sur qu'est-ce qu'on sait de l'origine du Covid, etc. Et il y avait des petites vidéos d'amateurs prises en Chine où les gens tombaient comme des mouches à côté de soi. Alors, donc c'était un peu stressant comme... Non, mais je suis d'accord, mais j'aurais pu la commenter, mais oui, il y a des choses intéressantes à dire. Rajouter en dessous. Ouais, non, mais bon, ça entre plutôt dans la dernière partie que j'ai pas faite sur justement les fakes, les machins. Cette photo-là, alors effectivement, en Chine, il y a eu des films et des trucs où les gens tombent comme des mouches, tout ça, des choses qui ont été construites. Alors on va dire, c'est le gouvernement qui a voulu, etc. Mais ça vient pas de Chine, ça vient d'Allemagne, cette photo. Il y a eu, ils ont pris des acteurs de théâtre, ils ont fait une scène et ils les ont mis par terre. Et je dis pas, parce que bon, c'est pas le sujet là, je dis juste, on va parler d'épidémie et j'ai mis en dessous l'émotionnel et le rationnel. Hein. Et après, évidemment, il faut commenter, mais là, il faut que j'ai plus de temps. Non, mais il y a plein de choses à dire, c'est passionnant. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'est pas du tout une photo de la Covid ou de quoi que ce soit. Et ils sont pas malades, les gens. C'est tout à fait de marquer la source sur la photo. Oui, mais c'était pas le but, là. C'était pas scientifique, c'était illustration. C'était pour faire joli. Voilà. Pour faire réagir, en tout cas. On ne peut pas tout sourcer. Didier, il y avait un Didier. Le dernier, c'est un Didier. Ah, voilà. Prochaine et dernière. Oui, c'est la dernière. À moins qu'il y ait un autre appel. Mais... Alors, moi, je vais prendre la suite ce qui a été dit. Parce que je voyais au début. Effectivement, j'ai vu de commentaires sur France 5, dimanche. Et effectivement, la première image, on voit quelqu'un qui tombe. Comme tu l'as dit. Enfin, vous l'avez dit, je suppose. Et donc, je me suis demandé si c'était vrai ou pas vrai, parce que c'est assez troublant. Je voulais intervenir surtout sur la Réunion et sur la Guadeloupe, parce qu'actuellement, il y a deux épidémies qui sont en train de développer énormément dans les deux pays. De dengue et de chikungunya. Oui, la dengue. Alors évidemment c'est un truc très spécifique parce que ce sont des îles et que donc la propagation se fait sur des moyens différents que si c'est un territoire, etc. Mais malgré tout, c'est essentiellement les transports qui font que ces gens-là, ou les gens qui viennent de là-bas, viennent en France. Et depuis quelques années, on sait que le moustique Aedes albopictus, un moustique tigre, est maintenant présent dans toute la France. Quelques départements, quand je crois. Oh, mais c'est quasiment tout à fait. Quelques-uns.
Je connais bien le sujet parce que j'ai dirigé l'investigation pendant 20 ans, donc je connais bien le sujet. On a Très travaillé bien. là-dessus avec l'ARS, voilà. Okay. Avec la DGS plutôt. Alors, aujourd'hui, ça n'a pas inquiété le monde. Je m'aperçois d'ailleurs que de temps en temps dans mon pays, quand je circule, il y a des panneaux affichés où il y a des traitements qui sont faits pour le traitement à l'octus. Je ne pense pas qu'il y ait de vaccination là-dessus. Je pense que le système de santé... Vaccination contre un virus ou contre le chikungunya ou la dengue. Oui, d'accord. Alors, l'idée, c'est de travailler déjà sur le vecteur. Ça alors le serait idéal. système est plutôt bien fait actuellement, puisque les médecins sont alertés. Dès que quelqu'un revient de ces pays avec quelque chose qui peut ressembler à ça, il est mis en observation. On vaccine. Immédiatement, sans attendre le résultat, on demande aux services publics en charge d'aller faire l'enquête autour des endroits où les gens passent sans passer, et puis traiter, on fait un traitement de notification, même quand on n'a pas le résultat. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'en parle pas davantage, qu'on considère que le système de santé actuellement en France est suffisamment armé pour le temps de ces cas. Bon, alors j'ai tout un exposé là que je n'ai pas le temps de passer, mais sur comment la France s'organise et comment elle s'est organisée plus après la Covid. Parce que des choses ont été mises en place au niveau français, au niveau national en général, et au niveau de coordination européenne et mondiale. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Donc là, j'ai tous les trucs, enfin si on entre là-dedans, encore une fois, c'est une conférence en soi. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de la France, de vigilance, de suivi de tout ça, suivi des zones, suivi des... On est d'accord, c'est très bien. J'attends de voir, il y aura une épidémie qui ressemblera un peu à la Covid-19, comment ça va marcher tout ça. Parce qu'avant l'épidémie arrive, il y avait déjà beaucoup de structures qui étaient en place, de coordination, etc., et de veille épidémiologique. Et ça a bien marché globalement. Alors, on va dire, on voit toujours ce qui n'a pas marché, quoi. C'était quoi votre question? Non, je pensais que le système de santé est suffisant en France. On va le voir là. Il a évolué depuis le début de la pandémie. On le saura qu'à l'épreuve des faits. Sur le papier, toutes les explications de ce qui a été mis en place, sur le papier c'est nickel, quoi. Il y en a même trop, quoi, des fois. La Réunion, il démarre la vaccination, là. Oui, de toute façon, premier réflexe, c'est de vacciner pour le chikungunya ou de la dengue. C'est pas trop tard? Non, mais, je sais pas, ils auraient peut-être pu faire avant, j'en sais rien, moi. Mais comme ils ont du chikungunya un peu tout le temps, là, à partir du moment où il y a une épidémie qui démarre, on vaccine autour, hein, les gens qui sont déjà malades.